et bienvenue à ce troisième volet de cette exploration du cours de l'AVSO qui est classification des étoiles variables et de leur courbe de lumière. Avant de commencer, on peut aller voir qu'est-ce qu'on a appris au chapitre numéro 2 avant. Au chapitre numéro 2, on a exploré le petit côté extrinsèque des variables, ainsi que celle de jonction. J'appelle celle de jonction, c'est les étoiles qui sont au centre de l'arbre de variabilité, qui peuvent avoir autant deux comportements comme intrinsèques et extrinsèques en même temps, comme par exemple les BY gras, les UV-CETI, les RS-CVN. On s'est servi aussi du Soleil pour expliquer le phénomène des variables en rotation, par le magnétisme, par son cycle de 11 ans et ses tâches solaires. On a regardé aussi du côté extrinsèque des variables à éclipse. On parle de binaires, les types E, les types ELL, les EB, les algols, les EA, les W Ursa Majoris, EW, ainsi que les variables de transit, c'est les exoplanètes. Pour terminer, c'est sûr que le lobe de Roche était essentiel car on ne peut pas parler de binaire sans parler du lobe de Roche. J'aimerais prendre un petit 2 minutes simplement pour rappeler le contexte de tournage de ces vidéos. C'est lors du confinement général en avril 2020. Donc, j'en ai profité pour réaliser ce rêve que j'avais de partager cette passion sur les étoiles variables. J'espère que ça vous a plu jusqu'à présent. Maintenant, concernant ces vidéos, il y a beaucoup d'informations dont vous pouvez arrêter, rewinder, aller par en arrière et recommencer. Par contre, dans le livre, il y a encore plus d'informations. Donc, les vidéos sans le livre, c'est comme incomplet. Même chose, le cours donné par l'AVSO, qui devrait se donner au mois de novembre 2020, et par après, peut-être même chaque année, si tout va bien. Écoutez, c'est encore plus d'informations, car là, on est en groupe. On est capable de partager. Il y a beaucoup de l'expérience. Et donc, les moins expérimentés peuvent profiter de l'expérience des plus expérimentés. En fin de compte, c'est que c'est vraiment un tout. C'est à ne pas manquer. Maintenant, on continue. Ben voilà, notre étoile est née. Elle qui était YSO, Tétouri ou Herbig, elle s'est stabilisée et est entrée dans sa séquence principale où elle brûlera, ou plutôt fusionnera, son hydrogène en hélium durant quelques milliards d'années selon sa masse et sa température. Puis, selon l'évolution des étoiles qu'on connaît, on sait que quand l'hydrogène vint à manquer dans le cœur, l'hélium qui prend toute la place fait réagir l'étoile différemment selon sa masse. Ce qui est sûr, c'est que pour l'étoile, c'est le début de la fin. Elle quittera doucement la séquence principale. La plupart grossiront pour devenir des géantes rouges. D'autres entreront dans la branche asymptotique des géantes. D'autres formeront des supergéantes, d'abord bleues, puis jaunes, puis rouges. Les plus grosses deviendront des supergéantes bleues, puis des LBV, Luminous Blue Variable. Mais une partie d'entre elles auront un chemin un peu plus remarquable, un peu plus différent. Celles qui ont une masse un peu supérieure à notre Soleil, dans les types A jusqu'à K, presque M. Elles formeront alors la branche d'instabilité des étoiles pulsantes et se diviseront en plusieurs types que nous allons voir un peu plus en détail. D'entrée de jeu, il faut déjà parler de deux types principaux de pulsation. On parle de radial et non radial. Quand on parle de radial, c'est comme si on prendrait un ballon et on gonfle de l'air dessus, à l'intérieur, c'est-à-dire. Donc, le ballon grossit et diminue. Grossit, diminue. Ça, c'est dû à l'hélium. On va en parler un petit peu plus loin. Non radial, le même ballon, la même balloune qu'on prend, on rajoute pas d'air, on fait rien, sauf que on la presse. Donc, la variation va changer, la grosseur du ballon va changer, le format du ballon va changer.
mais jamais son volume. C'est ça la grosse différence. On doit l'explication des céphéides et leur fonctionnement à un astrophysicien britannique très important au début du siècle, c'est M. Arthur Stanley Eddington. Il a expliqué la relation masse-luminosité des étoiles, le fonctionnement des céphéides, la limite correspondant à la luminosité maximale que peut avoir une étoile par rapport à sa masse, certains travaux sur la relativité d'Einstein, mais un fait important, il fut le premier à suggérer que la source d'énergie des étoiles provenait de la fusion nucléaire entre l'hydrogène transformé en hélium. Pour faire ça simple, plus l'hélium est ionisé, donc chauffé, plus il devient opaque et plus dense. La chaleur sort de moins en moins du cœur de l'étoile, donc l'étoile se dilate. Alors qu'elle se dilate, elle se refroidit aussi, donc elle se contracte. Le phénomène devient alors cyclique. Qui de mieux pour nous présenter notre premier type d'étoile, les céphéides classiques, que Madame Henrietta Swan Leavitt. Elle les a beaucoup étudiés à Harvard. En 1912, elle a pu établir une relation claire entre la luminosité apparente de ces étoiles et leur période de pulsation. En principe, plus l'étoile est brillante, plus la période est longue. Donc, à partir de là, on peut en déduire la magnitude absolue, alors que l'on connaît aussi la magnitude apparente. Ça devient donc facile d'établir les distances et ça devient une chandelle cosmique. À partir de ce moment-là, imaginez, on pouvait enfin mesurer l'univers à grande échelle avec ces étoiles-là. Et alors, on a commencé. On a travaillé sur les méthodes, les calculs, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Certaines étoiles étaient mal calculées ou mal situées. Alors, on s'est rendu compte avec un peu plus de travail, c'est qu'il y avait plusieurs types de céphéides, dont les types 2, les W Virginis, qu'on rencontre généralement dans les amas globulaires. Ce sont des vieilles étoiles plus petites qu'une masse solaire et c'est des vrais fossiles. Donc, on a pu recalibrer tous ces calculs-là sur ces étoiles, établir encore d'autres types d'étoiles pour que finalement, dans les années 50, l'univers a tout simplement doublé. Parmi les étoiles de céphéides qu'on a rencontrées, de nouveaux types, on a découvert les AR de la Lyre, qui sont aussi des variables assez rapides quand même, et d'une demi-masse solaire. On les rencontre aussi dans les amas globulaires. Ils sont de type spectral A5 à F5 à peu près. Ce qui est en particulier, c'est qu'ils ont aussi un effet Blasko. Blasko, c'est une double pulsation. Donc, l'étoile pulse en mode radial, normalement, mais aussi en amplitude sur une plus longue période. L'effet Blasko a été remarqué par l'astronome russe Sergei Blasko aux alentours de 1907. Et ça n'affecte à peu près que 45% des étoiles AR de la Lyre. Ce qui est intéressant, par contre, étant donné que les fréquences de pulsation sont quand même très rapides, on peut même le faire en une seule nuit. Si on prend plusieurs relevés avec plusieurs filtres et on applique les B-V, V-R, B-R, on se rend compte qu'au pic, l'étoile est un peu plus bleue que rouge. Pour terminer avec les RR de la Lyre, j'ajouterais qu'ils sont classés dans 3 sous-groupes, les RRAB, RRC et les RRD. Je vous invite à consulter le livre pour en savoir plus. Certains auront remarqué que je n'ai pas vraiment suivi l'ordre qu'il y avait dans le livre. Voici pourquoi. Ben voilà, c'est que les céphéides classiques, les RR de la Lyre, les W Virginis, sont des chandelles cosmiques. Et le calcul n'est plus un secret. C'est que on a juste besoin de la magnitude absolue. Et ça, il y a un calcul qui est très simple. C'est le premier. Et après ça, on a besoin de la magnitude apparente. Ça, il faut l'observation avec un filtre V pour être bien précis. Et on prend la moyenne. À partir de là, c'est sûr qu'il faut prendre un C complet, j'ai oublié de le dire. Et à partir de là, on fait le calcul avec la formule qui est indiquée ici. Moi, j'arrive, par exemple, à Rx CAM, qui est une céphéide classique. J'arrive à une distance de 7410,9 années-lumière.
Maintenant, la même chose pourrait se faire avec une AR de la lyre. Je crois que le facteur, au lieu d'être 5, on met 4,5, je crois. Il faudrait vérifier. Mais on arrive quand même très proche. Pour les magnitudes des supernovas, qui sont aussi des chandelles, on sait que la magnitude absolue est à 19,7. Donc, c'est possible de faire le calcul aussi avec la même formule. Les delta scuti sont des variables puissantes de type spectral A0 à F5, affichant des variations de lumière de moins d'une magnitude en V et des périodes très rapides, on parle de quelques heures seulement. Les pulsations radiales et non radiales sont observées et les formes de lumière et courbes de lumière et des amplitudes varient énormément. On a même dénoté FG Virginie qui variait en 79 modes différents. Un autre étoile très populaire, le type Mira, nommé d'après le prototype Omicron City de la baleine. Relativement stable, on parle de 100 à 1000 jours, mais la plupart des variations se font entre 150 et 450. Ce qui est spectaculaire, c'est l'amplitude en V. On parle de 2,5 à 10 degrés de magnitude, ce qui est quand même extraordinaire. Et c'est pourquoi que ce type d'étoile a été très populaire auprès des observateurs de l'AVSO. On arrive maintenant complètement en haut de la bande d'instabilité avec les RVTO. C'est des géantes jaunes. Regardez la courbe de lumière. Les maxima sont à peu près toutes pareilles. Et il y a deux types de secondaires, les primaires et secondaires, mais sont à peu près toutes alignées aussi. Il y a une chose qui est bien importante, c'est si on regarde le diagramme HR, sont à peu près égales aux céphéides. Par contre, ils obéissent à une autre loi qui n'est pas la période luminosité comme les céphéides, mais la période spectre. C'est très important. Et du point de vue photométrique, ils sont divisés en deux sections, la RVA et le RVB. Le RVA, comme on l'a dit tantôt, c'est celle que les luminosités maximales sont à peu près toutes les mêmes. Les RVB varient en amplitude moyenne de 2 magnitudes en V. On arrive maintenant à la grande famille des étoiles semi-régulières, les SR. Le livre dit « Les étoiles semi-régulières sont des géantes ou supergéantes de type spectral intermédiaire et présentant une périodicité notable dans leur variation de lumière, accompagnée et parfois interrompue par de diverses irrégularités. La période est de 20 à 2000 jours. Il y a plusieurs éléments qui varient, de sorte qu'ils sont divisés en 4 types, le SRA, SRB, SRC, SRD. On va situer cette famille du côté droit du diagramme HR, donc on parle de géantes et supergéantes, et juste au-dessus des LPV, des Mira entre autres. On va se mettre d'accord. Que ce soit avec les semi-régulières, avec certains autres types d'étoiles, il y a certains types qu'on pourrait écrire des livres de 300 pages, faire une vidéo de 2 heures, il reste encore de la matière à apprendre et assimiler. C'est incroyable tout ce qu'on peut retrouver là-dedans. Ce qu'on fait dans ce présent vidéo, c'est une exploration de les types principaux de l'arbre de variabilité. Après ça, si on veut plus loin, ben c'est durant le cours qu'on va pouvoir aller plus loin en posant des questions, par la documentation, par la recherche et bien sûr par la recherche personnelle. Quand on dit « the sky is the limit », ben c'est vraiment ça. On continue. On dit de cette étoile que ce type, c'est-à-dire la périodicité est relativement stable, où il y a de petites variations de l'amplitude de lumière de l'ordre de 2,5 magnitudes en V. Le deuxième groupe, encore une fois, semi-régulière de type tardif, avec une périodicité, mais cette fois-ci, les intervalles de changement ils sont irréguliers et plus lents un peu. ZUMA est une belle étoile qui est étudiée aussi depuis très longtemps par leur VSO. Pour se donner une bonne idée, voici une compilation de 1935 à 2000
de toutes les observations qui ont été faites par les membres de l'AVSO. On voit rapidement le type de courbe qui change et qui varie. Le troisième groupe, les SRC. Le plus bel exemple de ce sous-groupe, c'est Betelgeuse. Betelgeuse qui nous a fait vivre des palpitations cette année, assez intéressantes. Et même Sarah Beck de l'AVSO nous rappelait, après une recherche, qu'elle a trouvé plus de 30 743 observations et que la première datait de 1893. Le dernier groupe, mais non le moindre, les SRD, géantes, supergéantes de type F, G ou K, avec parfois des lignes d'émission. Les amplitudes varient de 0,1 à 4 de magnitude et la plage, encore une fois, 30 à 1100 jours. Un bel exemple de ce type-là, de ce sous-groupe-là, c'est V1427 de l'Aigle. Ici, à droite, on voit une compilation de 2009 à 2017. Il existe une étude là-dessus. Durant le cours, on voit le lien ici en bas en PDF. Durant le cours, c'est sûr, je vais pouvoir plus facilement vous le partager pour lire, et ça va faire partie sans doute de la documentation à lire pour ce type d'étoile. Pour faire une pause, j'aimerais ça vous montrer une image que je trouve absolument révolutionnaire. Et voilà. Devinez de quelle étoile il s'agit. On vient d'en parler. Et oui, c'est Mira dit The Wonderful, la magnifique. Cette géante rouge est à peu près 600 fois la grosseur du Soleil. Et on pense qu'elle est actuellement presque à la fin de sa vie. Donc, elle risque de s'effondrer pour devenir une naine blanche. La première fois que j'ai vu cette étoile, je faisais du bénévolat pour le SRO, l'Observatoire SRO en Arizona. Et j'ai eu l'air fou parce que j'ai dit que j'avais trouvé une comète. Et en fait, non. Hubble nous a offert plusieurs belles images de cette magnifique étoile en développement, qui est justement actuellement en train de baisser. Elle est à magnitude 18 actuellement. En fait, c'est une Young Stellar Object, YSO. Ce terme est un vrai général. Il comprend autant les RB que les T-Tauri. Et c'est encore le même principe. Vous vous rappelez aux vidéos numéro 1 où on avait le nuage qui s'effondrait? Ben, c'est le même principe. C'est une étoile qui vient de naître et qui est en formation et qui n'a pas encore atteint son stade de la séquence principale. On va y aller en rafale. Pour commencer, les T-Tauri. Il y a deux sortes, les T-Tauri classiques et les weak line, donc les lignes faibles ou raies faibles, ce qui sont une deuxième famille. En spectro, on surveille souvent le taux de lithium aussi dans ces étoiles, car c'est le premier gaz à être éliminé. Donc, ça nous aide à évaluer l'âge de l'étoile. On parle d'une étoile de moins de 10 millions d'années et inférieure à 3 masses solaires. Les FU Orionis. Ça ressemble un peu à les T-Tauri. C'est des YSO, encore une fois, des Young Stellar Objects, mais ils ont aussi des grandes amplitudes de 4 à 6 magnitudes. Le prototype FUORI est devenu célèbre en 1937, car il est parti de magnitude 16,5 et a soudainement augmenté à 9,6. Et il est encore là. Le groupe des XR, calqué sur le prototype de EX Lupin. C'est encore des T-Tauri. Celle-ci ressemble beaucoup au fluor, mais en moins fort. Le groupe des Huxar, c'est un sous-ensemble d'étoiles très variables qu'on appelle les RB. Tu as les AE et BE. C'est des étoiles de séquence principale de masse intermédiaire. Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'il y a un débat encore là-dessus. C'est qu'il y a des comportements comme par exemple le premier. On a une étoile d'une certaine magnitude et il y a des degrés qui vont varier parce qu'on sait qu'il y a de la matière qui tourne autour d'elle. Mais tout à coup, le deuxième comportement, c'est qu'il baisse, il y a une baisse profonde. Et là, ça va remonter à peu près. Ça tient son cycle en même temps. Donc, il reste encore beaucoup de travail pour bien comprendre cette étoile.
Le groupe UV Ceti. Ben, on en a parlé dans le deuxième vidéo avec les BY-DRA. Ces étoiles peuvent avoir deux comportements, donc celui-ci. Les UV Ceti, ce qui en particulier, ben, on se rappelle en 1952, UV7 a augmenté 75 fois en 20 secondes sa luminosité, puis elle est revenue tranquillement, tout simplement. C'est assez impressionnant. Les étoiles Gamma-Cass. On parle de très grosses étoiles de type O, B et A. Donc, on parle de 10 000 degrés Kelvin et plus. Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ont une rotation tellement rapide qu'ils ont des sorties de masse au niveau des zones équatoriales. Donc, il y a des disques qui se forment et ça peut expliquer ces baisses de magnitude à peu près soudaines et cycliques. Les étoiles du type S Doradus sont également connues sous le nom de LBV, Luminous Blue Variable, mais on dit aussi parfois dans certains milieux Light Blue Variable. Wikipédia dit le comportement typique des LBV consiste normalement à une variation lente sur une période allant de quelques années à quelques décennies, et ce avec des explosions occasionnelles. Le AVSO, avec le VSX, dit ce sont des étoiles éruptives à haute teneur montrant des changements de lumière irréguliers, parfois cycliques, avec des amplitudes comprises entre 1 et 7 de magnitude. Ils appartiennent aux étoiles bleues les plus brillantes de leur galaxie. Règle générale, ces étoiles sont aussi connectées à des nébuleuses diffuses et entourées d'enveloppes. On a classé P Cygni dans cette catégorie, bien que son comportement au cours de l'histoire ne colle pas du tout avec le type de description selon Wikipédia. C'est une Wolf-Rayet qui a eu des montées soudaines à plusieurs reprises à partir du 16e siècle, même jusqu'à magnitude 3. BE lui attribua la lettre P en 1603, justement. Donc, c'est donc à suivre. Et finalement, la populaire R Corona Borealis. Cette étoile qui diffère de toutes les autres. Elle, au lieu de monter en magnitude, elle baisse en magnitude. C'est dû parce que sa composition est riche en carbone et il y a beaucoup de matière autour d'elle. Ce qui explique qu'à un moment donné, un nuage passe devant et ça descend très rapidement. Beaucoup de matière dans ce troisième volet, dans ce troisième chapitre. Et on fera pas de quiz. Je suis brûlé. On va simplement rewinder, revoir les notions, reprendre le livre. Il y a beaucoup de choses à assimiler là-dedans. Ça vaut la peine de prendre le temps de la regarder. J'espère vous voir pour le 4e chapitre si vous n'êtes pas trop découragés. À bientôt.